Il y a eu une montée discrète de... Une figure puissante dans l'ombre, Des coulisses de la diplomatie mondiale. Les figures les plus dangereuses de la guerre ne portent pas toujours de fusil. Certains glissent dans les couloirs du pouvoir en costume sur mesure, armés non pas d'armes, mais de diplômes de Harvard, d'un charme raffiné et de promesses de paix. Et cette nouvelle figure, c'est Kirill Kurilk, Kirill Dmitriev. Un haut envoyé du Kremlin. Kirill Dmitriev est l'un d'eux. Pendant des années, il était vu comme le dirigeant élégant du fonds souverain russe et le pont amical de Moscou vers la finance mondiale selon l'Occident. Il paraissait une étoile montante de l'investissement, mais était en réalité bien plus dangereux. Un homme de l'ombre du Kremlin, à qui Poutine confiait la mission de faire avancer des agendas secrets. Son influence a même récemment effleuré la Maison-Blanche, manquant de peu de provoquer l'une des plus grandes crises géopolitiques de la décennie. Ce n'est pas de la diplomatie qui a dérapé, c'est une manipulation déguisée en négociation. Voici comment l'Amérique a presque succombé au piège. Pour comprendre qui était vraiment Dmitriev, il faut gratter le vernis de son curriculum vitae brillant que Moscou voulait montrer au monde. Pendant des années, il s'est construit l'image d'un Russe occidentalisé. Il a obtenu un Master of Business Administration à la Harvard Business School en 2000 parmi les 5% Baker scolaires de sa promotion. Il a même travaillé chez Goldman Sachs et McKinsey au début de sa carrière et a développé cette assurance lisse et maîtrisée des salles de conférence. Cela paraît inoffensif jusqu'à ce que vous voyez ce que cela cache. La Russie a encouragé cette version de lui parce que cela donnait l'image d'un pays ouvert, moderne et prêt à s'intégrer à la culture d'affaires occidentale. Cela donnait aux investisseurs internationaux une figure familière et accessible, mais cette apparence soignée n'était qu'une façade. Au sein des cercles d'élite de Moscou, le curriculum vitae comptait, mais pas comme on pourrait s'y attendre. Dmitriev était apprécié non pas pour son génie financier, mais pour sa loyauté envers les réseaux, qui détiennent le véritable pouvoir en Russie. Ces réseaux traversent entreprises, renseignements, sécurité et famille, influençant la politique du Kremlin depuis les années 2000. Dmitriev parlait le langage de Wall Street à l'étranger. Mais chez lui, il agissait en agent d'influence discret, représentant Moscou, là où les diplomates officiels étaient trop visibles. Sa plateforme principale pour ce travail était le Fonds russe d'investissement direct. Le Fonds russe d'investissement direct se présente comme un fonds souverain, visant à attirer des investissements, fondé en 2011 avec cette image. Il semblait neutre, professionnel et axé sur la finance, mais en privé. Le Fonds russe d'investissement direct est devenu l'un des outils les plus polyvalents du Kremlin. Il a associé objectifs géopolitiques et partenariats commerciaux. Il a aidé Moscou à accroître son influence internationale via de l'argent apparemment apolitique. Chaque accord avait une seconde couche sous la surface, une poignée de main financière à l'extérieur, un objectif politique. Sous le capot, cette double identité est l'atout majeur de Dmitriev. Ses références occidentales le faisaient paraître sûr, l'étiquette d'investisseur le rendait neutre, et son attitude calme le faisait sembler raisonnable. Derrière cette façade, quelqu'un savait promouvoir les intérêts de Moscou discrètement. Poutine ne l'a pas choisi parce qu'il était brillant. Il l'a choisi parce qu'il était loyal, discret, et qu'il maîtrisait la langue du pouvoir occidental. Fait intéressant. Même son ascension auprès de Poutine n'était pas motivée par l'économie, mais par les relations. Son mariage a été crucial. En 2011, il a épousé Natalia Popova, présentatrice télévision et amie proche, et associée de Katerina Tikhonova, la fille cadette de Poutine, à Moscou. Ce genre de proximité vaut plus que n'importe quel diplôme. Cela ouvre des portes que le talent seul ne peut pas déverrouiller. Cette relation l'a intégré à un cercle de confiance, alors que la Russie renforçait son influence à l'étranger via des réseaux privés. Soutenu par le fonds russe d'investissement direct et des réseaux d'élite, Dmitriev est devenu plus qu'un banquier. Il est devenu un vendeur de l'influence politique de Moscou, enveloppé dans le langage de l'investissement. Il a voyagé à travers le Moyen-Orient et a conclu des accords avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Il a ouvert des portes en Chine et est apparu lors de forums en Europe, en Afrique et en Asie du Sud-Est, proposant des partenariats qui semblaient purement commerciaux. Chacun a offert à la Russie un levier et bâti une relation exploitable par Moscou plus tard. Dmitriev ne transportait pas qu'une présentation. Il avait dans son bagage à main tout le plan de survie de Moscou face aux sanctions. Après la fermeture des banques occidentales post-Crimée, le fonds russe d'investissement direct s'est tourné vers l'Est et le Sud, signant des accords. Cela a permis à la machine de guerre russe de continuer avant même l'arrivée du premier char à Kiev. En 2015, il a conclu un fonds d'1 milliard de dollars avec la China National Petroleum Corporation, puis un pipeline de 2 milliards avec Sinopec. En 2020, le fonds Russie-Chine qu'il a cofondé avait investi plus de 6 milliards de dollars dans l'énergie, la technologie et des routes logistiques évitant le dollar et l'Europe. Chaque rouble provenant de ces accords est allé directement dans les réserves qui ont ensuite financé le déploiement de 2022 à la frontière de l'Ukraine.
L'argent utilisé pour acheter des champs pétrolifères sibériens pour les partenaires chinois a aussi financé les missiles tombés sur Kharkiv. Ce n'est pas un hasard, mais une stratégie. Il a agi pareil en costume-cravate dans le Golfe. Le fonds d'investissement public saoudien a engagé 10 milliards de dollars au fonds russe d'investissement direct dès 2015, recyclant les pétrodollars et compensant discrètement les pertes causées par les sanctions occidentales. Les Émirats arabes unis ont investi 7 milliards de dollars dans l'énergie et les infrastructures après qu'Europe ait tenté de limiter les exportations de pétrole russe. Ces bouées du Golfe et d'Asie, déjà sécurisées, ont fait de Moscou un pivot capable d'ignorer plafonds et limites. Consultez la carte, le schéma devient clair. Les accords de Riyad et Pékin ont non seulement accru le bilan du fonds russe d'investissement direct, mais aussi remodelé la carte énergétique mondiale au profit de la Russie. L'Ukraine est le front occidental d'un jeu plus vaste, verrouillé en Asie et au Moyen-Orient. Acheteurs et investisseurs accumulent des devises fortes hors d'Occident, puis attaquent en Europe, sachant que les conséquences économiques y seraient moins graves. Dmitriev ne cherchait pas à obtenir des rendements pour un simple tableau Excel. Il construisait le pont financier qui a permis à la Russie de transformer une invasion régionale en une confrontation mondiale, sans que l'économie ne s'effondre. En 6 mois, comme tout le monde à Washington s'y attendait. Beaucoup ignorent cela quand ils le voient sourire à Davos. Les poignées de main à Pékin et Abu Dhabi étaient des préambules à la guerre lancés par la Russie en 2022, payés des années d'avance par quelqu'un qui n'a jamais porté d'uniforme. Il a livré exactement ce que voulait le Kremlin. Il agissait discrètement, là où les diplomates étaient absents, notamment en 2016 lors de la transition Obama-Trump. Dmitriev a participé à des réunions secrètes aux Seychelles, où Eric Prince servait de canal privé entre Moscou et la nouvelle administration américaine. Il a contacté des intermédiaires américains, comme George Nader, et son nom est cité dans des enquêtes, rapports du Sénat et évaluations du renseignement. Il est devenu un pont informel entre le Kremlin et l'équipe de Trump, alors que les contacts officiels étaient politiquement explosifs. À ce stade, vous voyez qu'il ne s'agit pas d'un investisseur inoffensif, mais de quelqu'un de confiance, pour évoluer prudemment dans des milieux à enjeux élevés sans laisser de traces. Ce parcours rend la suite de son histoire plus sérieuse. Avant l'invasion russe de l'Ukraine, en février 2022, Dmitriev et ses réseaux menaient déjà des actions nuisibles contre l'Ukraine. Le mythe d'homme d'affaires neutre de Dmitriev s'effondre dès qu'on regarde ses actions et celles de son cercle en Ukraine pendant les années 2010. Prenez les opérations immobilières à Kiev. Des enquêtes menées au milieu des années 2010 ont révélé des acquisitions suspectes et des structures de propriété liées à des financements d'origine russe, des sociétés écrans, dissimuler la propriété en tant qu'actif acheté par l'intermédiaire de sociétés de façade enregistrées dans des juridictions offshore. De fausses évaluations ont circulé, des Ukrainiens ont été déplacés et les investisseurs trompés, comme lors du fiasco du parc olympique. Dmitriev détenait 30% lors du lancement de 2008, encaissant l'argent des investisseurs pour des logements fantômes, laissant plus de 200 familles sans rien. Après cela, il s'est précipité vers le trône du fonds russe d'investissement direct à Moscou. Il ne s'agissait pas d'erreurs isolées, mais d'un schéma économique plus large utilisé par la Russie sous l'ère Yanukovych. Après sa chute en 2014, Dmitriev n'agissait pas toujours directement, mais ses réseaux réapparaissaient souvent. L'objectif restait simple: acquérir des actifs stratégiques, masquer leur origine et garantir que les profits reviennent à des cercles proches de Moscou. Ces opérations voyèrent l'Ukraine comme un territoire à exploiter, non comme un pays souverain dont les citoyens méritent la transparence. Plus tard, quand Dmitriev s'est présenté en négociateur de paix, la contradiction était flagrante. L'homme qui rédigeait des propositions sur l'avenir de l'Ukraine l'avait exploité pendant des années. L'immobilier n'était qu'un aspect. Ces opérations financières montraient déjà des signaux d'alerte dans des rapports occidentaux, bien avant l'invasion russe. Après 2014 et les sanctions liées à la Crimée, le fonds russe d'investissement direct a créé des canaux alternatifs pour contourner la surveillance occidentale. Des chercheurs et journalistes ont signalé des transferts suspects, des transactions non déclarées et des partenariats politiques déguisés en investissement. Le fonds n'agissait pas comme un fonds souverain neutre, il se comportait comme un outil politique. De nombreuses entreprises étrangères qui se sont associées au fonds russe d'investissement direct pensaient conclure des accords commerciaux légitimes, pour se rendre compte plus tard qu'elles étaient tombées directement dans la machine d'influence de Moscou. Les agences de renseignement occidentales ont noté, fin des années 2010, Dmitriev figurait dans des profils d'analystes, surveillant l'influence russe à l'étranger. Ils le voyaient comme une figure mêlant affaires, diplomatie et opérations politiques secrètes. Il transférait l'argent de Moscou vers des zones à faible régulation et proposait des investissements avec des obligations cachées.
Il a bâti de l'influence dans des pays qui ne comprenaient pas pleinement le coût politique de l'implication de la Russie. C'est alors que Dmitriev a rejoint les négociations secrètes de paix sur l'Ukraine, bouleversant la situation. Ici, l'histoire prend tout son sens. L'homme qui a profité de l'Ukraine, établit des canaux secrets avec Washington et mêlé investissement et politique. Fin 2025, près de 4 ans après le début de la guerre. Une nouvelle administration américaine cherche une issue. Ce même homme est réapparu, cette fois en élaborant des propositions de cessez-le-feu que l'Ukraine n'a jamais approuvées. Les principaux médias ont révélé que Dmitriev a aidé à rédiger un cadre de paix lors d'une réunion à huis clos à Miami à la fin du mois d'octobre. Cela visait à forcer l'Ukraine à une reddition imposée et injuste. En plus, ces discussions se sont faites discrètement via des médiateurs privés américains et russes, dont des proches de Trump comme Steve Witkoff et Jared Kushner. Kiev, la victime dans toute cette affaire, a été complètement laissée de côté. La révélation de ce plan de paix secret a aussitôt suscité une indignation compréhensible en Ukraine. Le plan ne reflétait pas la réalité de l'Ukraine. Il ne reflétait pas les pertes de l'Ukraine. Il ne reflétait pas le droit de l'Ukraine à la souveraineté. Il reflétait les intérêts d'un gouvernement qui les avait attaqués et d'un homme ayant discrètement profité de la vulnérabilité de l'Ukraine pendant des années. C'est ici que les actions de l'escroc deviennent évidentes. Dmitriev a contribué à élaborer une proposition qui semblait équilibrée sur le papier, mais qui était structurellement orientée vers la protection des gains stratégiques de la Russie. Le langage était doux, les termes étaient présentés comme un compromis, mais au fond, les propositions contenaient des conditions visant à geler la guerre. Selon les conditions de Moscou, ils cherchèrent des concessions territoriales et un allègement des sanctions sans exiger un retrait majeur de la Russie. Tout cela de la part d'un financier qui prétend être neutre et progressiste. Son œuvre montre que la Russie n'a pas choisi Dmitriev par hasard. Il cherchait une personne occidentale, raffinée et raisonnable, capable de discuter avec les Américains sans éveiller de soupçons et de prôner la stabilité tout en envisageant des concessions. Dmitriev, dont l'expérience en investissement donnait une apparence de neutralité, convenait parfaitement à ce rôle. Vous vous demandez sûrement comment un tel homme a pu accéder aux plus hautes instances des États-Unis. Comment ce responsable du Kremlin, pourtant sur liste noire, a-t-il pu entrer aux États-Unis ? La réponse à cette question est l'un des aspects les plus fascinants de son histoire. Et, attention spoiler, cet accès ne résultait ni de la diplomatie ni du mérite, mais des relations personnelles. Dmitriev connaissait déjà Steve Witkoff, riche promoteur immobilier américain, envoyé spécial des États-Unis au Moyen-Orient et ami de Trump, devenu l'un des intermédiaires de la discussion. Il connaissait Witkoff dans l'immobilier. En février 2025, il a négocié un échange de prisonniers, libérant un enseignant américain d'une prison russe, une manœuvre officieuse de haut niveau. Cette connexion a ouvert la porte à des conversations privées qui ont contourné les canaux officiels. La Russie privilégie ces canaux officieux qui évitent les contrôles, facilitent l'action rapide et laissent peu de traces écrites. C'est exactement ce qu'ils ont obtenu. Dmitriev a trouvé facile d'évoluer dans ces eaux, car toute sa carrière l'avait formé à fonctionner dans ce type de structure. Lorsque les responsables ukrainiens ont découvert son implication exacte, la réaction fut explosive. En quelques heures, des références à ses anciens liens d'affaires à Kiev ont ressurgi. Des analystes européens et américains ont averti qu'un plan de paix à son nom ne serait jamais fiable. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était de la reconnaissance de schéma. L'Ukraine a donc rejeté le plan, et les diplomates occidentaux s'en sont éloignés. Une personnalité autrefois discrète lors des conférences internationales s'est soudain retrouvée sous les projecteurs. Dans cette optique, le masque ne tenait plus. Depuis fin 2025, le fonds russe d'investissement direct est sous sanctions américaines, avec 10 milliards de dollars d'actifs gelés sur les marchés occidentaux. Ce coup direct a fait chuter de plus de 90% les co-investissements étrangers depuis 2022. Dmitriev lui-même reste sanctionné par les États-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni et le Canada. Ce mois-ci, l'Ukraine l'a ajouté à sa liste pour crimes contre le pays et a bloqué ses avoirs. C'est le rejet ultime. L'Occident et l'Ukraine ont percé la routine du banquier irréprochable. En étudiant son histoire, le schéma saute aux yeux. Dmitriev a bâti sa carrière sur la diversion. Il a utilisé l'image d'un investisseur moderne pour faire avancer son influence politique. Il a utilisé des canaux privés pour façonner des résultats que la diplomatie officielle ne pouvait pas défendre publiquement. Il employait un langage poli pour masquer ses intentions. La fraude a marqué toute sa carrière, sans se limiter à un seul moment. Des personnes comme Dmitriev sont cruciales pour les systèmes fondés sur le secret. Ils agissent où la transparence dérange et parlent bas quand les voix officielles semblent menaçantes. Ils proposent des accords qui semblent inoffensifs, mais qui redessinent les paysages politiques. Ils voyagent entre les pays, transmettant des messages qu'aucun ministre ne pourrait délivrer publiquement.
Dmitriev a vite su naviguer dans cette zone grise, ce que le Kremlin a récompensé à chaque étape. Son histoire révèle quelque chose de plus grand que l'ambition d'un seul homme. Elle montre comment la stratégie russe moderne repose sur des individus capables de brouiller les frontières. Le Kremlin mêle diplomatie, renseignement, finance et influence. Jusqu'à ce qu'on ignore où l'une finit et l'autre commence. Il utilise des agents raffinés qui semblent apolitiques, mais agissent comme des instruments politiques. Dmitriev incarnait ce système, rendant le plan de paix qu'il a aidé à créer vicié dès le début. Un accord élaboré à huis clos par quelqu'un qui avait passé des années à extraire de la valeur de l'Ukraine ne pouvait jamais être équitable. Il ignorait ceux qui luttaient pour survivre. Il masquait les objectifs russes par de beaux mots, tentant de geler la guerre en récompensant l'agresseur et en punissant la victime. Il faisait de la paix une transaction, pas une question de souveraineté. Tout cela mène à une seule conclusion. Un homme dont l'œuvre de toute une vie repose sur la tromperie ne peut jamais être digne de confiance. Tracer l'avenir de quelqu'un, surtout d'un pays, qu'il a contribué à exploiter, a fini par tacher ce costume sur mesure. Il ne peut pas s'en sortir par des pirouettes.